Les autorités de la transition prennent les taureaux par les cornes. Elles veulent stabiliser les prix des produits de forte consommation. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la faveur d'un conseil des ministres extraordinaire, donne son feu vert pour la subvention de certains produits, et c'est là à coups de milliards de francs CFA. Achoura, fêté sur toute l'étendue du territoire national, les musulmans sont en communion. Ce soir, la rédaction se penche sur l'origine, la signification spirituelle et sociale de cette célébration. Un dossier signé Alpha Maïga Moussa Togo. Et notre grand angle de ce 20h vous fera vivre un mariage inédit. Zoom sur l'union de deux personnes sourdes et muettes. Les mariés Cheikh Ahmed Tidjane Boiré et Mariam Bamiyan se sont dit un grand oui en langue de signes à la mairie de Koulikoro. Beaucoup de curieux sur place et en présence des familles heureuses de voir triompher l'amour au-delà des préjugés. Les croyances populaires, réalité ou légende, en tout cas au Mali, elles sont bel et bien présentes dans notre quotidien. On dirait tenaces même dans l'esprit des communautés. Parler depuis les toilettes ou encore casser un miroir sont des superstitions qui vous parleront sûrement. Alpha Maïga et son équipe ont voulu comprendre. Nous allons les suivre dans cette édition avec le concours de certains traditionalistes. Et l'invité de ce 20h est le ministre du Commerce et de l'Industrie qui va nous expliquer davantage les mesures fortes prises par le gouvernement lors du Conseil des ministres extraordinaire concernant les stratégies dégagées afin de stabiliser les prix des produits de forte consommation. Dimanche 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir également à vous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous me permettez, je vais lire d'abord le communiqué issu du Conseil des ministres extraordinaires qui s'est réuni ce dimanche matin à Koulouba. Après, nous allons nous entretenir bien sûr sur son contenu avec vous car il s'agit bien d'un rapport fourni pour appréciation par votre département. Communiqué du Conseil des ministres extraordinaire du dimanche 7 août. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire le dimanche 7 août 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen du point inscrit à l'ordre du jour, le Conseil a attendu une communication. Sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil a examiné une communication relative à la hausse anormale et injustifiée des prix de certains produits de première nécessité depuis la levée de l'embargo. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé le mécanisme de fixation des prix des produits subventionnés ayant impliqué le Conseil national des prix composé des services techniques de la société civile, des opérateurs économiques, des syndicats et des associations de consommateurs. Il est apparu que les prix convenus lors de la réunion du Conseil national des prix du 6 avril 2022 ne sont pas respectés. À titre illustratif, le prix du sucre importé fixé à 600 francs CFA, le kilogramme, prix plafond détaillant, est cédé aujourd'hui anormalement et de manière injustifiée jusqu'à 800 francs CFA. Pour atténuer l'impact des différentes crises sur les populations, notamment la maladie à coronavirus, aggravée par les sanctions illégitimes et illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA contre notre pays, le gouvernement a accordé 14 milliards de francs CFA de subventions. Cette subvention a abouti à la fixation des prix conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 2022-08-65 MIC-SG du 6 avril 2022 portant administration des prix de certaines marchandises dans lequel le kilogramme du sucre est cédé à un prix plafond de 600 francs CFA. Le gouvernement condamne fermement cette hausse anormale et injustifiée des prix des produits de première nécessité. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a décidé de réaffecter les quantités subventionnées non exécutées au cordon douanier représentant au moins 1 mois et demi de consommation à d'autres opérateurs économiques. Cette réaffectation en ce qui concerne le sucre pourra être accompagnée éventuellement par l'allocation d'une quantité supplémentaire correspondant à environ 1 mois de consommation.
de procéder à la vérification de l'affichage obligatoire des prix des différents produits dans les lieux de commerce, de contrôler le respect des conventions et règlements en vigueur, d'inviter la population à dénoncer systématiquement les cas de violation des prix des produits subventionnés en appelant au numéro mis à sa disposition à ce effet, de mettre en place très prochainement un numéro vert pour la dénonciation des cas de violation des prix des produits subventionnés, de renforcer la fréquence des contrôles, d'augmenter la taille des brigades de contrôle des prix en y adjoignant des éléments des forces de sécurité, d'intensifier le contrôle à tous les niveaux de la chaîne de distribution, de mettre en place un comité interministériel de suivi de la mise en œuvre des mesures prises. Le gouvernement appelle la population à rester sereine et la rassure que toutes les dispositions seront prises pour contenir cette hausse des prix des produits de première nécessité. Voilà, c'était là donc le communiqué. Et à la suite de ce communiqué, nous constatons à sa juste valeur, Monsieur le ministre, que le gouvernement est soucieux du bien-être des populations maliennes. Alors, dites-nous, comment vous avez entendu ces cris de cœur des populations maliennes pour agir ainsi rapidement, Monsieur le ministre? Merci beaucoup, Nana Traoré, parce que, vous savez, d'abord, c'est une occasion inédite. Le président de la transition, lorsqu'il a eu des informations et des échos selon lesquels certains produits de première nécessité, de grande consommation, ont pris l'ascenseur juste après la levée de l'embargo, était très inquiet et il nous a conviés à cette réunion pour prendre des dispositions sérieuses, parce que c'est pour vous dire, convoquer un conseil de ministres extraordinaire un dimanche et le jour d'Ashura, ça veut dire jusqu'où le président prend la chose très, très sérieusement, parce qu'il nous avait donné des directives depuis très longtemps. Parce que ce programme de subvention, nous l'avons commencé depuis le mois de novembre. Parce que nous l'avons anticipé là-dessus, on savait que les sanctions illégales qui nous ont été imposées allaient avoir un impact sur la population. Et en anticipation, nous avons décidé avec le ministère des Finances et sous la responsabilité du président de la République, l'importation et la subvention de 300 000 tonnes de riz de brisure, 50% non parfumé, 110 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 89% de l'importation du riz et 49% pour celui du sucre et 47% pour l'huile. Donc, compte tenu de tout cela, nous avons dit que ce n'est pas normal que les prix prennent l'ascenseur ou soit, comment dirais-je, par les importateurs qui ont signé ce cahier de charge, parce que nous avons signé un cahier de charge. Et ce cahier de charge, il y avait des clauses, parce que nous avons fixé le prix dans un conseil national des prix où tous les acteurs étaient présents. Et par conséquent, chacun de ces acteurs devrait respecter les clauses de ce cahier de charge. Donc aujourd'hui, il est inacceptable et il est injuste de voir que le prix du sucre connaisse une hausse, parce que tout simplement, ce sucre qui est sur le marché est un sucre subventionné. Et comme vous l'avez dit dans votre communiqué, l'État a laissé tomber, a presque fait tomber 14 milliards de francs CFA pour ces subventions. Et par conséquent, nous n'allons pas accepter que cette situation soit prise en otage par un certain nombre. Parce qu'on sait que dans la chaîne de distribution, il y a eu une faille quelque part. Justement, des mesures fortes ont été prises par le gouvernement. Je vous invite, Monsieur le ministre, à suivre ces mesures fortes-là. Ibrahima Traoré revient là-dessus et je vous reviens. On suit ensemble. Face à la flambée des prix des produits et denrées de première nécessité, le président de la transition convoque une session extraordinaire du Conseil des ministres. Le but, prendre des mesures urgentes et concrètes pour soulager la population. Mais qu'est-ce qui justifie cette cherté de la vie? La situation est mondiale selon des informations recueillies auprès de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence.
Elle cite d'abord la crise en Ukraine et juste avant la maladie à coronavirus qui ont entraîné une hausse généralisée des prix sur le marché international. Cette conjoncture mondiale pèse sur la disponibilité et l'accessibilité de certains produits. Le coût du fret maritime, de l'assurance et les redevances portuaires ont également enregistré des hausses sensibles. Et quelles étaient les mesures prises jusque-là pour contenir la répercussion de ces augmentations sur le prix aux consommateurs? Au ministère en charge du commerce, l'on explique qu'en dépit du contexte particulièrement difficile pour le Mali, le gouvernement a consenti d'énormes efforts. Il a notamment réduit de 50% la base taxable à l'importation de 300 000 tonnes de riz, 60 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire, ce qui représente un manque à gagner d'environ 15 milliards de francs CFA pour l'État. Le gouvernement veille aussi à l'administration des prix des produits cités pour éviter les augmentations injustifiées des prix. Autre mesure en vigueur, le renforcement des brigades de contrôle des prix. Face à l'augmentation du cours du blé, le gouvernement a maintenu là également les avantages fiscaux à l'importation de la farine et a négocié de nouveaux prix consensuels avec les acteurs de la filière pain. Quant au gaz butane, la mise en œuvre de la subvention se poursuit. Le ministère de l'Économie et des Finances a payé aux opérateurs gaziers une bonne partie des arriérés estimés à 7 milliards de francs CFA. Enfin, l'on retient la révision du prix des hydrocarbures suite à l'augmentation de 35% du prix du baril de pétrole sur le marché international. Cette révision a entraîné des pertes de recettes supplémentaires sur les produits pétroliers de plus de 8 milliards de francs CFA. Voilà, il vient de le dire. On voit bien que l'État a encore une fois fait de gros efforts financiers. Monsieur le ministre, alors dites-nous comment ça va se passer sur le terrain. On sait que la réussite de ces mesures va dépendre du suivi. Comment vous allez vous organiser, monsieur le ministre? Merci beaucoup, Nyanya. Nous avons, comme vous l'avez lu dans le Conseil des ministres, dans les communiqués du Conseil des ministres, nous allons prendre des dispositions très rigoureuses. D'abord, les mesures immédiates que nous allons faire, c'est vraiment de renforcer le contrôle par rapport au respect des conventions et des cahiers de charges que les uns et les autres ont signés. Et ça, nous allons passer par le renforcement des capacités d'abord de la Direction générale du commerce, qui va être soutenue aussi par les services de sécurité. Nous allons imposer dès le mardi l'affichage des prix dans tous les points de vente par rapport à ces produits qui sont subventionnés par l'État. Et nous allons aussi créer un comité interministériel qui va suivre la mise en œuvre de ces actions parce que nous allons exiger des rapports d'étape à tous les niveaux et ensuite nous allons nous réunir pour voir jusqu'où ça a été exécuté parce que nous n'allons pas accepter que des opérateurs économiques ou des opérateurs ou des intermédiaires économiques puissent créer du désordre sur le marché, surtout par rapport à des produits de première nécessité. On ne peut pas comprendre qu'après quelques jours de la levée de l'embargo, qu'on connaisse des hausses si ces mêmes produits. Donc c'est pour rassurer la population que ces mesures vont non seulement faire respecter, les prix vont rester les mêmes, comme indiqué dans l'arrêté 2022-0865 du 6 avril 2022 que nous avons signé, qui consigne les prix selon la démarche que j'avais expliquée tantôt avec le Conseil national des prix où tous les acteurs, il y avait les associations des consommateurs, les syndicats, les opérateurs économiques, ces prix se feront respecter. Et nous allons suivre de façon rigoureuse. D'autre part, nous allons aussi faire réaffecter les stocks qui n'ont pas été, comme je vous ai dit, j'ai donné des statistiques, la totalité de ces produits n'ont pas été importés. Nous allons voir parmi les opérateurs ceux qui ne sont pas capables d'amener ces produits. Nous traiterons avec d'autres qui vont amener ces produits, faire respecter ces cahiers de charges et nous allons être très très rigoureux par rapport à ça. C'est une guerre ouverte avec les opérateurs économiques? Ce n'est pas du tout une guerre ouverte, mais c'est vraiment le respect. Le non-respect des clauses qui ont été... C'est le respect du cahier de charges que nous avons signé ensemble. Oui. Et ce cahier de charges, quand on l'a fait de façon collégiale. Vraiment, c'est tous les acteurs qui se sont installés assis et puis nous avons mis les clauses de ces cahiers de charges et par conséquent il va falloir que les uns et les autres respectent les engagements qu'ils ont pris par rapport au pays, par rapport à ces populations. Et l'État va sévir pour faire respecter ces engagements et ces clauses.
Tout à fait. Alors, je vais vous les demander encore une fois, Monsieur le ministre, quelques mots d'assurance et de réassurance pour les consommateurs maliens, pour le panier de la ménagère, Monsieur le ministre. Non, je vous rassure que d'abord le marché est approvisionné de façon confortable. Oui. Et les produits de première nécessité ne vont jamais manquer sur le marché et nous allons continuer à sévir pour faire respecter ces prix des produits tels que le riz, le brisure, le sucre et l'huile alimentaire sur l'ensemble du marché au niveau du pays. D'autre part, nous assurons aussi les populations que nous n'allons plus accepter encore que les acteurs de cette chaîne de distribution puissent se comporter en dehors de ce qui a été signé dans les cahiers de charges. Et ça, c'est des consignes que nous avons. Nous pensons que nous allons nous y mettre, parce que c'est ça notre rôle, c'est de protéger aussi les consommateurs du pays. Et ça, on va les assurer que ça va se faire. Sinon, ce n'est pas une guerre ouverte, c'est seulement le respect des clauses qui sont au niveau du cahier de charges. Tout à fait. Alors, Monsieur le ministre, vous me dites, si je pars chez mon boutiquier demain matin, nous allons ressentir tout de suite l'impact, Monsieur le ministre? En tout cas, nous pensons aussi que l'autre aspect, c'est que la population aussi participe à la mise en œuvre de ces dispositions, parce que partout où vous constatez des hausses ou des comportements qui ne sont pas conformes à ceux qui sont consignés dans les prix de l'arrêté 2022-0865, il y a des numéros verts qui vont être mis à la disposition des populations et des numéros aussi ordinaires seront à la disposition. Une fois que vous dénoncez ces situations, nous allons aussi prendre les dispositions nécessaires pour remettre les citoyens dans leurs droits. C'est tout, Monsieur le ministre? Bon. Oui, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, l'appel vient d'être fait. La population doit participer aux côtés de l'État à ce que les prix soient conformes. C'est bien cela, Monsieur le ministre? Absolument. Mais je voudrais, avant de finir, vraiment rappeler un aspect sur le plan international. Si vous voyez aujourd'hui au niveau du Mali, ce que nous avons fait est vraiment extraordinaire, parce que l'ensemble de ces produits de première nécessité dans la sous-région a connu, ça ce sont des statistiques de la CEDEAO, a connu presque une hausse de près de 48,6%. Au niveau du Mali, nous sommes à 11%. C'est pour vous dire jusqu'où le gouvernement non seulement a anticipé, mais essaie aussi d'amortir le choc par rapport à la hausse des prix sur la vie ordinaire des populations de ce pays. La situation pouvait être pire, mais Dieu merci, à cause de l'anticipation du gouvernement de transition et des hautes autorités du pays, nous avons pu contenir cette hausse et l'amener à des proportions qui sont beaucoup plus favorables que dans l'ensemble de la sous-région CEDEAO et EMOA. Tout à fait. Merci en tout cas pour ces éclairages. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que notre invité de ce 20h, c'était Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie. Monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, je vais vous inviter à suivre ce reportage Achoura qui est fêté sur toute l'étendue du territoire national. Les musulmans sont en communion. Ce soir, la rédaction se penche sur l'origine, la signification spirituelle et sociale de cette célébration. Achoura qui veut dire le chiffre 10 en arabe, nous précise Alpha Maïga Moussatogo. Musulmane aux origines juives, Achoura est fêté le 9e et 10e jour du mois sacré de Muharram du calendrier musulman. Achoura fait référence au chiffre 10, Ashra, un mot en arabe. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient à Médine, il vient trouver les Juifs jeûner le 12e jour de Muharram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question: pourquoi jeûnez-vous ce jour-là? Ils ont répondu que c'est ce jour où Dieu a sauvé Nabi Moussa alayhi salatu wassalam des oppressions de Pharaon. Achoura, c'est comme on dit en français 10e, en bambara Tana, les Tana. Comme nous on prend Achoura comme le jour des dés. Petit-fils du prophète Imam Hussein, comme il a été martyr à ce jour à Achoura. C'est dire alors qu'il s'agit là d'un jour de mérite. Chez nous, quand quelqu'un a célébré Achoura comme jour D, il aura la bénédiction du prophète et sa famille. Et puis Dieu peut exaucer tes vœux à cause de la célébration en deuil.
Ashura est une fête associée au partage et à la générosité envers les démunis. Le jour d'Ashura, c'est un jour où la famille se réunit. C'est une manifestation qui revêt une signification spirituelle et sociale. C'est une fête qui nous permet aussi de recoudre aussi ces tissus social, rendre la cohabitation plus harmonieuse. Donc, je pense que c'est aussi une occasion d'exprimer notre sincérité envers la consolidation des liens familiaux. L'aspect spirituel, celui qui gêne le jour de Ashura et expie les péchés de l'année écoulée. Il faut comprendre que ce gêne-là n'est pas du tout obligatoire. Ainsi, il est recommandé durant cette fête de manger autant que faire se peut, voire se gaver. En fait, selon la coutume, celui qui ne s'est pas rassasié en cette occasion ne le sera jamais pour le restant de la nouvelle année qui pointe. La gourmandise est de se faire ériger un principe, une façon tout simplement d'aiguiser les appétits et d'inciter les gens à se donner à cœur joie avant la longue nuit de prière. Ashura, c'est aussi un très bon jour pour effectuer la zakat, visiter les cimetières ou brûler de l'encens selon les milieux. On raconte l'histoire de la tragédie, de la mort, de l'assassinat d'Imam Hussein, pourquoi il est sorti, pourquoi il est venu en Irak. Donc on raconte cette histoire. Bon, la symbolique Ashura, chacun doit célébrer à son manière. L'autre avec la joie et nous avec le deuil. Donc chacun a son conviction. On doit bénir les pays. Comme dans tous les pays musulmans, le Mali célèbre chaque année Ashura. À cette occasion, la journée de ce lundi est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, bonne fête à tous. La République populaire de Chine a célébré le 1er août la fondation de l'Armée populaire de libération de la Chine. Une occasion saisie par l'ambassadeur de rappeler l'historique de cette armée et aussi de rappeler la coopération sino-malienne. Boubacar Babli Touré, reportage. Cela fait 95 ans que l'Armée populaire de libération de la Chine a été fondée. Une occasion pour le gouvernement chinois et ses représentations diplomatiques de célébrer cette fondation de l'armée chinoise. Commémorer le 1er août de chaque année, un moment opportun pour l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali de rappeler dans un premier temps l'historique de la fondation de cette armée de libération. Il y a 95 ans, face à l'invasion de l'impérialisme à l'extérieur et à la division des chefs de guerre à l'intérieur, le parti communiste chinois, le PCC, a guetté la lutte audacieuse et déterminée du peuple chinois pour l'indépendance de la nation et la libération du peuple. Au cours de la lutte, le PCC a éprouvé la nécessité de posséder d'une force armée. Alors il faut vaincre les forces armées d'anti-révolution par les forces armées révolutionnaires. C'est le moyen qui mènera à la victoire complète de la révolution chinoise et au tournant du destin de la nation et du peuple chinois. Le 1er août 1927, le PCC a lancé le connu soulèvement de Nanchang, qui a marqué la fondation de l'armée populaire de libération. Et dans un second temps, le diplomate chinois a mis l'accent sur la coopération sino-malienne en général et celle militaire en particulier. À partir des années 1970, la partie chinoise a commencé à offrir des aides militaires en faveur du Mali et a beaucoup favorisé le développement des forces armées maliennes. Ayant formé des centaines de commandants de talent et d'élites professionnelles, la Chine a successivement envoyé plusieurs groupes d'experts militaires chinois au Mali, afin de soutenir la construction de l'armée de la défense nationale du Mali par des actions concrètes. Et l'ambassadeur chinois de poursuivre que la Chine est
et restera toujours un partenaire et un pays ami du Mali. À suivre un magazine sur cet événement demain dans nos programmes à partir de 13h55. Je vous amène à présent sur les pas du chef d'état-major de la garde nationale. Le général de brigade Élisée Jandao à Kolokani, c'était ce vendredi. Objectif, encourager les éléments de la force antiterroriste suite à l'attaque de leur base par des groupes armés terroristes. Valentin Roger Diallo, correspondance. Le général de brigade Élisée Jandao à Kolokani. Le chef d'état-major de la garde nationale est venu constater les dégâts matériels et s'enquérir des difficultés que les forces antiterroristes rencontrent sur le terrain. La visite fait suite à l'attaque terroriste perpétrée récemment contre la base des forces antiterroristes. Nos hommes ici sont battus, ont perdu malheureusement 2 de leurs camarades. Et donc, je suis venu pour les encourager, donc prendre les condoléances pour ceux qui sont tombés, mais aussi encourager ceux qui sont là pour leur transmettre tous les encouragements du commandement. Les féliciter aussi pour tout ce qu'ils font chaque jour, donc je suis là dans ces cadres-là, et puis contribuer aussi en termes de renforcement des capacités, que je suis arrivé avec quelques moyens que je leur donne pour renforcer leurs capacités en mesure de faire face à la mission qui leur a été confiée. Kolokani étant une position stratégique, il appelle les hommes à faire preuve de vigilance en attendant la mise en place d'un groupement d'intervention rapide. Un groupement d'intervention rapide qui est donc en génération pour Kolokani permettra de sécuriser les axes, que ce soit Kolokani-Kaï, que ce soit aussi Kolokani ou bien Kolokani-Bamako. Donc je les ai conseillé de la vigilance, et un truc sur lequel j'ai insisté, c'est les rapports avec les populations. Pourquoi ? Parce que nos hommes sont là, c'est pour sécuriser les populations, c'est pour permettre aux populations de circuler normalement. Donc il va falloir que l'on leur dise de prêter attention à tout ce qui peut toucher donc, aux populations. Auparavant, il avait fait observer 1 minute de silence en la mémoire des hommes tombés au cours de l'attaque. Le général de brigade Élisée Jandao a aussi rendu une visite aux autorités administratives et coutumières de Kolokani. Les membres de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali ont effectué ce samedi une visite de terrain sur les sites de l'usine de fabrication d'aliments poissons flottants et la ferme piscicole Boubacar Diallo, citée à Djalakoroba et Tanima, dans la commune de Baguineda. Koumba Sissé ou Marka Traoré sont nos envoyés spéciaux. Il y a plus de 10 ans, Boubacar Diallo s'est lancé dans la production des alevins et des aliments poissons flottants. Pour s'enquérir des conditions de travail de M. Diallo, une délégation de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali a visité pour la première fois ces 2 unités de production. La première étape de la visite a concerné l'usine Sambalagnon à Djalakoroba. Cette usine produit 30 000 tonnes d'aliments poissons flottants par an. Après cette étape, les visiteurs se sont rendus à la ferme piscicole à Tanima, un village situé dans la commune de Baguineda. Ici, la ferme a une capacité de production de 40 millions d'alevins de tilapia et de silures par an. L'objectif visé à travers cette visite est de tisser un partenariat gagnant-gagnant. Nous, en tant que visiteurs, en tant que spécialistes, on observe. Et c'est aussi cette capacité, cette technicité d'observation et d'accompagnement que nous cherchons à développer au sein de notre équipe. Donc ça, c'est une première des choses et on pourrait partager par la suite ce qu'on a vu avec le propriétaire, des recommandations qui certainement pourraient l'aider à améliorer, à aller de l'avant. Mais de l'autre côté, il est prévu à la fin de cette visite qu'on échange à bâton rompu pour voir toutes les opportunités économiques. Cette visite a été saluée par Boubacar Diallo car selon lui, les vétérinaires occupent une place très importante dans la production piscicole. Nous allons prévenir beaucoup de choses. On va créer d'abord des relations de travail privé-public, privé-privé aussi. Et puis prévenir aussi les maladies des poissons parce que ça va venir. Aujourd'hui, on n'a pas de souci, mais la recherche dont ils disposent des grands techniciens, ils vont nous aider à sortir de ces problèmes-là à court et long terme. Boubacar Diallo a des difficultés financières pour booster la production d'alevins et d'aliments poissons. Lancement à Ségou du projet de réponse aux risques et conséquences des inondations sur les sites des personnes déplacées internes. Ce projet est financé à environ 33 millions de francs CFA par l'ONG EDUCO pour une durée de 3 mois. Candicila. Contribuer à la résilience des personnes déplacées internes face aux conséquences des inondations,
Durant cette saison hivernale, c'est l'un des objectifs majeurs de ce projet d'urgence porté par l'ONG EDICO dans les cercles de Ségou et de Nioro. EDICO travaille depuis quelques années sur le contexte humanitaire au niveau de la région de Ségou. Et nous avons donc plusieurs projets qui sont actuellement en cours au profit des déplacés internes de Ségou et de Nioro. Et on s'est rendu compte effectivement qu'avec la saison hivernale, il y a des risques d'inondation et que même des conditions sont dégradées sur les conditions d'accueil de ces sites. D'une durée de 3 mois et financé à environ 33 millions de francs CFA, le projet dans sa mise en œuvre va s'appesantir sur un paquet d'activités se rapportant entre autres à la distribution des kits, les remblayages des sites inondés et d'autres actions transversales de protection ou de sensibilisation. Ce projet d'urgence touchera directement 694 ménages, dont 725 enfants et 116 ménages vulnérables, membres de la communauté haute, répartis entre les sites d'accueil des populations déplacées internes de Bagadadji Sud, Ségou et Kolodougou-Koura dans la région de Ségou pendant une période de 3 mois et vise essentiellement le renforcement de la résilience de ces personnes vulnérables face aux conséquences des inondations. Des témoignages des personnes déplacées internes et une projection de constats sur les sites ont permis de convaincre plus d'un sur la pertinence de ce projet qui va sans nul doute soulager les déplacés internes en ces temps-ci où les conditions d'hébergement restent le moins sollicitées. Rencontre à 100 dans le cadre du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024 des différents acteurs. La dite coopération est à mi-parcours. A-t-elle atteint tous ses objectifs? C'est Drissa Koné qui nous répond dans ce reportage. L'enfant a droit à un environnement protecteur qui lui procure le plein épanouissement. C'est dans l'atteinte de ces résultats qu'une coopération Mali-UNICEF 2020-2024 a vu le jour. Ce programme sur 5 ans qui est à mi-parcours fait appel à des plans de travail roulant PTR sur 2 ans. Et chaque année, le dispositif de suivi et évaluation prévoit une revue semestrielle et annuelle. Cet atelier entre dans ce cadre. La présente revue semestrielle qui intervient à mi-parcours du programme de coopération reste une excellente occasion pour faire le bilan du premier semestre 2022, d'analyser les goulots et de dégager des priorités spécifiques au contexte qui contribueront à l'atteinte des résultats des piliers dans lesquels les partenaires tous sont engagés. Cette revue semestrielle, la première du genre dans la région de San, est financée par l'UNICEF et mise en œuvre par la DRPCAP, Direction régionale de la planification, de la statistique, de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population, le tout sous la coordination du gouverneur. Que soient remerciés ici l'ensemble des invités qui, par leur présence, témoignent de l'intérêt qu'ils attachent à la protection de l'enfant, à son éducation, à sa survie et à l'amélioration de sa vie à travers l'eau potable et des environnements propices afin de lui ouvrir la porte de la prospérité, de la paix et du développement, objectif du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024. L'atelier a vu la participation des acteurs techniques, des collectivités et organisations de la société civile. Et notre grand format de ce 20h va nous faire vivre un mariage inédit. Zoom sur l'union de Cheikh Ahmed Tidiane Boiré et Mariam Bamia, tous deux sourdes et muettes. Les deux tourtereaux se sont dit un grand oui en langue de signes à la mairie de Koulikoro. Beaucoup de curieux sur place et en présence des familles heureuses de voir triompher l'amour au-delà des préjugés. Atoumata Sarré était à la mairie. Pour vous et nous, suivons ensemble cet événement assez exceptionnel. Cheikh Ahmed Tidiane Boiré et Mariam Bamian sont des sourds-muets. Ils ont décidé de se dire oui, et c'est là pour le meilleur et le pire, le 24 juillet 2022, à la mairie urbaine de Koulikoro. Madame est couturière de son état et monsieur, quant à lui, il est menuisier métallique. Ce fait exceptionnel s'est répandu comme une traînée de poudre dans la cité de Méguitan. C'est pourquoi
Personne ne veut se faire raconter ce mariage. La salle d'audience de la mairie était pleine à craquer. Tout le monde voulait être témoin de l'événement. Comment se sont-ils rencontrés jusqu'à nouer des relations de mariage? Je pense que c'est l'aboutissement en tout cas d'un processus. Parce que le truc a commencé au niveau de la maison de la femme suite à une formation financée par la Croix-Rouge en coupe et couture. On a fait des appels à candidature. Mariam Bami avait postulé et le centre de Madame Diabenta aussi avait postulé. Ils étaient 5 sourmiers qui ont participé à la formation. Quand Madame Diabenta a vu la petite Mariam, elle est partie demander sa main pour son protégé. Et cela a abouti à ce jour heureux. L'on doit se contenter de ce que le bon Dieu nous donne. Le handicap n'est pas une fatalité. Les personnes vivant avec un handicap doivent être mises au même pied d'égalité que nous autres, quelle que soit la richesse qu'on dispose. Ma première fille est sourde-muette. Cela m'a poussé à ouvrir une école de déficients auditifs pour les former. Les autorités administratives en tête estiment que ce couple mérite le soutien. C'est dans cette optique que le gouverneur de région, le colonel Lamine Kapori Sanoko, s'est fait personnellement représenter par son directeur de cabinet à la cérémonie de signature. Le gouverneur aurait voulu être là à vos côtés pour pouvoir vous accompagner dans cette cérémonie solennelle. Mais il m'a chargé de vous transmettre ses salutations et ses encouragements pour tous ceux qui ont eu à organiser cette cérémonie, pour les parents qui ont accepté cette union, pour le couple, pour avoir choisi d'être mari et femme. Notre présence ici a une signification. Le gouvernement de la République, le gouvernement de transition aujourd'hui, a un regard particulier sur les personnes en situation de handicap. Il faut voir jusqu'au CNT, ils sont représentés. Le maire, avant de sceller cette union, s'est fait le devoir de lire le code des personnes et de la famille à l'intention des mariés et de l'assistance. La femme ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Les mêmes dispositifs sont applicables à l'homme qui a opté pour le mariage monogamique. Le couple a opté pour le régime polygamique avec séparation de biens. Le message du maire est bien traduit ici au nouveau conjoint dans la langue des signes par Moussa Keita, enseignant à l'école des déficients auditifs de Bamako. Alors si aujourd'hui ces enfants-là sont arrivés jusqu'à notre niveau, à ce stade-là, c'est parce que les parents, en tout cas ils ont eu un accompagnement de ces parents-là et ils ont eu également un accompagnement de la part de leur école des sourmiers de Koulikoro. C'est l'occasion de saluer vraiment la directrice de cette école-là qui est l'initiatrice. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la mairie urbaine de Koulikoro de célébrer le mariage entre deux personnes déficientes auditives. C'est dire que le handicap est loin d'une fatalité. Je souhaite quand même que ça soit une très belle leçon à l'endroit des autres parents qui ont eu la chance d'avoir des enfants avec handicap, de dire quand même à ces parents-là que le handicap naturel n'est pas une fatalité. C'est des gens qu'on pense qui sont marginalisés, or qui sont doués d'une intelligence inflexible et d'une intelligence depuis que j'ai eu le petit. Ce n'est pas sa première expérience. Aujourd'hui, il est le garant de l'atelier et il peut former un atelier à part entière seul, malgré l'handicap que vous pensez qu'il a. Il n'est pas handicapé. Il a rattrapé son handicap par son courage, son intelligence et surtout par sa bravoure. Aujourd'hui, c'est moi qui suis le repère, l'heureux entrepreneur qui a mis par exemple en fait, et qui veut vendre aux yeux des entrepreneurs les deux produits qui sont actuellement derrière moi. Le nouveau marié est pratiquant des arts martiaux, notamment le karaté. Ses camarades sont venus lui rendre hommage à la mairie. C'est pour dire à l'opinion publique que même l'handicapé peut faire le sport. Donc, je remercie l'ORTM pour la couverture de cet événement qui est le premier du genre. Je dis bon vent au couple. Une occasion saisie par la promotrice de l'école des sourmiers de Koulikoro de lancer un cri de cœur. Je demande aux autorités de nous doter d'écoles spécialisées dans l'encadrement des sourds-muets. Chaque région en dispose, sauf Koulikoro. En tout cas, M. Boiré et Mme convolent en juste noces sous le regard médusé des Koulikorois qui ont gratifié le couple de bénédiction durant toute la vie.
Tous lui ont souhaité entente, amour, joie, prospérité, qu'Allah accorde aux conjoints des enfants bénis. Voilà, je suis toute émue, on peut le dire comme ça. Koudi Sibi, je vous voyais sourire également. L'amour n'a pas de frontières, l'amour ne connaît pas de handicap, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais dire. Hein. Quand les personnes s'aiment. Voilà. On s'aime, c'est tout. Bonsoir Koudi, bienvenue sur ce plateau. Aliou, bonsoir à tout le monde. Alors, Monsieur Sport est là. Nous allons continuer à parler de la Coupe ORTM de football. La commune 6 fait un pas de géant vers les demi-finales. Ah oui, cet après-midi, Aliou, au stade Mamadou Konaté, vous allez voir les images. Eh bien, l'équipe de la commune 6 s'est imposée 1-0 devant Bougouni. C'est la deuxième victoire consécutive pour les joueurs de la commune 6 qui comptent désormais 6 points devant respectivement les équipes de la commune 1 et celle de la commune 3. On est dans le groupe B, bien évidemment. Vous voyez donc l'unique but de la rencontre qui a été donc inscrit par l'équipe de la commune 6. Voilà, vous voyez toute la joie à l'issue justement de l'inscription de ce but-là. Et on va en rester là malgré donc les tentatives du côté de l'équipe de Bougouni pour revenir dans la partie. Voilà. Vous voyez, Bougouni a beau pousser, mais l'arbitre va siffler la fin de la rencontre avec justement la victoire de cette équipe de la commune 6 1-0 devant Bougouni. On veut déjà dire que l'équipe de la commune 6 est pratiquement assurée de disputer les demi-finales de cette coupe ORTM puisque le goal différentiel particulier compte. Alors les dernières rencontres vont se jouer et on verra donc que la commune 6 jouera contre la commune 3 et la commune 1 sera face à Bougouni. Pour l'instant, c'est Bougouni qui est éliminé de la course aux demi-finales et la commune 6, quelle que soit l'issue des dernières rencontres, va faire partie des deux équipes qui seront qualifiées pour les demi-finales puisque la commune 1 a été battue par la commune 6 lors de la première journée. Oui. Et voilà, au pire des cas, la commune 6 va occuper la deuxième place qui est qualificative pour les demi-finales de cette coupe ORTM. Oui, Coach Sibi, nous allons continuer avec le basketball. L'actualité est dominée par les afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons. Et voilà, quand nos jeunes sont sur la scène africaine, c'est toujours des bonnes nouvelles. Voilà, elles brillent sur la scène africaine et on remarque donc justement que ces afro-basket filles et garçons qui se jouent au même moment à Madagascar, voilà, deuxième victoire consécutive des filles du Mali. Elles ont battu l'Ouganda hier 100-40 après un premier succès 124-24 devant l'Algérie. Alors, prochaine sortie des juniors filles du Mali, ce sera donc ce lundi à midi temps universel contre le pays hôte Madagascar. Et puis chez les garçons, les jeunes du Mali rencontrent ce lundi la Guinée-Conakry. Ce sera à 17h, temps universel. Rappelons qu'hier, ils ont battu donc l'équipe de l'Égypte qui fait partie donc des concurrents de cette équipe du Mali, quelle que soit la catégorie junior et cadet. C'est l'Égypte et le Mali qui sont toujours qui jouent les premiers rôles. Alors, victoire de l'équipe du Mali hier 46-41 devant l'Égypte. La suite de la compétition, nos jeunes peuvent l'envisager avec beaucoup d'espoir, à Lyon. Oui, avec beaucoup de prières ici et nous leur souhaitons bonne chance. Merci bien. Voilà. Alors, c'est tout, Kodi? C'est tout, Nous poursuivons ce journal, mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez à nos croyances populaires, comme on le dit? Pour vous, c'est une réalité ou bien ce sont des légendes? Écoutez, je crois toujours aux croyances africaines. Hein. N'est-ce pas? Oui, genre toucher du bois. Oui, bien sûr. Voilà, ne parlez pas dans les toilettes. Oui, bien sûr. Voilà, Koji Sibi y croit. Voilà, on y croit. C'est la thématique en tout cas de la culture et société de ce soir. En tout cas au Mali, elles sont bel et bien présentes dans notre quotidien. On dirait même tenaces dans l'esprit des communautés. Parler depuis les toilettes ou encore casser un miroir sont des superstitions qui vous parleront sûrement. Ça nous parle ici. Les croyances populaires et les superstitions sont-elles les mêmes ou il y a une différence selon les cultures? Alpha Maïga et son équipe ont voulu comprendre. Nous allons les suivre avec le concours de certains traditionnalistes.
Au Mali, on dit que tout mensonge qui persiste pendant une décennie est une vérité à ne pas négliger. Ne pas se doucher au crépuscule, ne pas balayer sa chambre la nuit, ou encore ne pas prononcer les noms du piment ou du sel la nuit sont des interdits que nous avons tous vécus sans doute pendant notre enfance. Ce n'est pas tout. Un mari ne doit jamais toucher à la jarre de sa femme. Et celle-là ne doit pas mettre le sel dans la sauce avec sa main. Il en existe bien d'autres. Tout ça, ça relève de croyances populaires. Et les croyances populaires même relèvent du mode de construction de la connaissance chez le négro-africain où la connaissance est empirique. C'est-à-dire qu'elle est fondée sur l'observation. Généralement, on entend les vieilles personnes dire « ne fais pas ça, c'est pas bon », sans jamais donner d'explication. Mais en fait, c'est une manière de former et d'éduquer les gens. Parmi ces croyances, il y en a qui sont bénéfiques. Parmi ces croyances, il y en a qui sont maléfiques. Les porte-malheurs, en balayant dans une concession, quand il y a le chef de famille qui est assis, la poussière qui émane du balai ne doit pas l'atteindre. Si jamais ça l'atteint, ça veut dire que cette famille-là restera en léthargie, dans les difficultés. Ensuite, chez nous, en milieu bamana, tout ce qui tu entreprends, il faut le faire soit un lundi, soit un jeudi. Des interdits que certains prennent au sérieux, cependant d'autres les considèrent comme des superstitions. Alors, croyances et superstitions sont-elles les mêmes ou il y a une différence selon la culture? Une superstition, c'est une imagination qui est nourrie et entretenue. Par exemple, on dit chez nous à Gundam, aux enfants, ne sors pas, si tu sors, Goutebelle va t'attraper. Goutebelle va t'attraper, mais Goutebelle, c'est une imagination, ça n'a jamais existé, mais c'est juste pour faire peur à l'enfant. Et ça, c'est une superstition. Alors, tout ce qui n'arrive pas à se vérifier est une superstition. Mais quand on dit aux enfants, arrêtez de sortir au crépuscule, la croyance populaire a établi et a reconnu qu'il y a un moment de circulation des génies entre nous, généralement le crépuscule. Combien de personnes avons-nous qui sont devenues aveugles parce qu'ils ont rencontré les esprits? Ça, ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la croyance, mais c'est des faits. Mais puisqu'on n'arrive pas à montrer ces génies-là aux enfants, à leur prouver leur existence à cause de leur jeune âge, on exprime ça en termes d'interdit. Depuis la nuit des temps, toutes les communautés établissent des règles permettant de définir ce qui est permis de faire et ce qui ne l'est pas. Quand vous voyez le bois sacré, on ne rentre pas dans le bois sacré. Une femme qui en impureté ne traverse pas certaines choses, ne touche pas à certaines choses, ne fréquente pas certains lieux. Quand vous êtes dans le milieu bambara, vous le comprenez facilement et aisément. Nous avons des amulettes, nous avons des gris-gris d'hommes auxquels une femme ne touche pas. Si la femme touche, ou elle tombe en transe, ou elle tombe malade, ou quelque chose lui arrive. Ça, c'est des faits connus. Ces règles sont respectées par tous, même ceux qui sont passés par les écoles de philosophie et de santé moderne, puisque même dans la famille, les croyances sont tenaces. Les superstitions très populaires font partie de la croyance populaire malienne. Chaque communauté, parfois même chaque terroir malien, possède ses propres croyances. Voilà, merci Alpha Maïga pour ces explications. Avant de boucler définitivement ce journal, on va faire ensemble le point Covid de ce jour, 7 août 2022. 0 cas positifs, 4 guéris, 0 décès. 10 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Demain, 13h, Salimata Dao qui nous revient. Bon retour, Sali. Et tout de suite, je vais dire après moi, la météo, une présentation de Seo Tamboura. Et justement, après la météo, vous avez au cœur de l'économie. Ce soir, l'émission porte sur la filière manga. Une présentation de moi-même, Nyanya Alou Traoré et Siliki Dambélé. Bonsoir à tous.